Bonjour à tous et à toutes, extraterrestres du cinéma et ou aliens de la science, et tous ceux qui nous écoutent en se demandant si eux aussi, un jour, ils pourront faire un Terre-Mars aussi facilement qu'un Paris-Marseille. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science, où le 7e art la ramène sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues et on fait répondre un ou une experte. Ce mois-ci, le film choisi est E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg. Et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est: y a-t-il de la vie en dehors de la Terre ? Pour cela, nous allons voir comment le mythe du martien et donc des extraterrestres est dû à un malentendu, où en est la quête de la recherche de la vie ailleurs que sur notre belle planète bleue. Et nous nous interrogerons sur l'avancée des recherches, en particulier sur Mars, qui est notre planète voisine la plus proche, du moins je crois. Est-ce que je fais une erreur ? Je vais demander justement à notre expert, Franck Montmessin, chercheur au laboratoire Atmosphère, Milieu, Observation Spatiale, dit l'Atmos, c'est ça ? C'est ça. À Sorbonne Université. Bonjour Franck. Bonjour. Et donc Mars est bien notre voisine Oui, c'est avec Vénus, sont les deux planètes les plus proches de la Terre. Les plus proches de la Terre. Elles sont à peu près équidistantes. Ouais, voilà, pas très très loin l'une d'eux. Téléphone. Téléphone ? Il a dit téléphone ? Il a dit téléphone ? Et alors, t'es sûr ou quoi? Bien sûr qu'il a dit téléphone. Maison. Mais oui, c'est la maison de thé, c'est vrai. Maison. Téléphone. E.T. téléphone à sa maison. E.T. téléphone à sa maison. E.T. téléphone à sa maison. Il veut téléphoner chez lui. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans E.T. l'extraterrestre, sorti en 1982. Le film raconte l'histoire d'Elliot, un petit garçon solitaire qui se lie d'amitié avec un extraterrestre abandonné sur Terre, le pauvre, et on va l'appeler E.T. parce que E.T. est extraterrestre. Et donc avec son frère et sa sœur, Elliot va recueillir ce petit extraterrestre et l'aider à reprendre contact avec ses congénères, tout en essayant de le garder caché de leur mère et du gouvernement américain. Et puis il y a des vélos qui volent, et puis il y a des plantes qui ressuscitent, et en fait c'est trop bien. Voilà, si je pouvais résumer E.T., ce serait ça, c'est trop bien. Franck, est-ce que vous l'avez vu ? Oui, je me rappelle très bien d'ailleurs, c'était en 82, j'avais 8 ans, j'étais un petit garçon qui adorait la science-fiction. Et ça a été un choc au sens positif du terme, c'est-à-dire que je crois qu'une fois qu'on a vu E.T., on s'en souvient toute sa vie. Franck, vous êtes planétologue, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est quoi exactement un planétologue ? Alors, le planétologue, c'est un chercheur qui s'intéresse à peu près tout ce qu'il y a dans le système solaire, à savoir les planètes, presque toutes sauf la Terre. C'est assez étrange, mais c'est pourtant ce qu'on fait. Vous laissez ça aux autres ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une communauté tellement déployée, tellement investie dans la compréhension du système Terre, que le planétologue, c'est quelqu'un qui part du principe qu'on peut trouver des choses comparables ailleurs, et ce qui est différent est enrichissant. Et donc, entre les planètes de type terrestre, comme Mercure, Vénus et Terre, les planètes gazeuses, leurs lunes, les astéroïdes, les comètes, il y a toute une kyrielle de corps qui est intéressant d'étudier pour comprendre nos origines. Dans le film, E.T., il veut téléphoner maison. C'est un peu sa catchphrase. Mais le fait est qu'on ne sait pas où elle est, en fait, sa maison, vraiment, dans le film. On ne nous indique pas quelle est la planète de E.T. Mais en revanche, on sait que lui, il vient d'une lignée d'extraterrestres de fiction, de science-fiction, et du mythe des extraterrestres et du mythe des martiens particulièrement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, Franck, d'où ils viennent ce mythe du martien ? J'ai bien compris que c'est une histoire de canot. Alors en fait, ça part d'un immense malentendu qui a perduré pendant des décennies. En fait, qui émane de gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui regardent les planètes, qui regardent le système solaire. Et un astronome de l'époque, un Italien, Giovanni Schiaparelli, avait profité d'un moment assez particulier où Mars était extrêmement bien visible depuis la Terre pour l'observer. Et il avait recensé tout un tas de choses à la surface de Mars qu'il avait inventoriées, listées, etc. Et notamment, il avait vu des structures très rectilignes qui, en fait, traçaient le chemin entre des zones sombres et des zones très éclairées, très brillantes. Et il avait affublé ces structures du nom de canali, qui en italien, en fait,
un terme très vaste, très générique, qui s'attache à décrire aussi bien des canaux creusés par l'homme que des canaux naturels, des chenaux. Et Schiaparelli, à l'époque, avait été très prudent sur l'interprétation qu'on pouvait en faire. Il n'avait pas du tout, je dirais, associé cela avec une intelligence, avec une forme de vie quelconque. Non, c'était juste une observation. Exactement. Il avait fait ce que font tout bon, entre guillemets, scientifiques, c'est-à-dire d'abord s'assurer de ce que l'on voit et après l'interprétation, laisser planer certains doutes. Cependant, Schiaparelli, évidemment, n'était pas tout seul et d'autres se sont un peu emparés de la découverte et ont extrapolé. Et en fait, il y a toute une série d'interprétations successives, portées aussi bien par des chercheurs américains que français, Camille Flammarion, Percival Lowell, qui ont commencé à élaborer l'idée que ces structures rectilignes, elles ne pouvaient être créées que par de la vie intelligente. Et donc, on est en 1877 quand Schiaparelli fait cette découverte. Cela fait à peu près 10 ans que le canal de Suez qui relie la mer Méditerranée à la mer Rouge a été creusé et qui a permis donc de relier ces deux étendues maritimes. Et en fait, on se dit, c'est la même chose sur Mars. On a des intelligences, mais alors avec des canaux qui sont bien plus imposants que ce qu'on fait. Donc, Camille Flammarion, qui était en fait un astronome avec un tropisme de vulgarisateur, donc il avait créé un journal qui était l'astronomie populaire, avait invité Schiaparelli et avait en fait élaboré sur ses découvertes et sur ses propres observations l'idée que Mars était peuplé d'une vie peut-être probablement plus intelligente que la vie terrestre. Et donc voilà, et donc le mythe du martien est né à peu près à cette époque-là, avec cette idée que finalement, c'était presque normal de retrouver dans un univers aussi vaste de la vie quasiment à côté de chez nous. Et c'est un mythe qui a eu la peau dure, parce qu'il a été relayé par plusieurs d'autres scientifiques, et puis parce que la culture populaire s'en est emparée. Comment la culture populaire s'est emparée de cette réflexion scientifique ? Parce que justement, il y avait cette idée de vulgariser l'astronomie, donc de la rendre à peu près intelligible par beaucoup de monde, et puis parce qu'aussi la presse en faisait ses gros titres, et que derrière, les romanciers ont commencé à sortir des livres, des ouvrages qui parlaient de martiens plutôt malveillants et plutôt... voilà. Donc de la guerre des mondes, exactement, de Wells, 1898 qui sort, et puis qui est suivi par d'autres ouvrages. Ça finit dans les bandes dessinées. Enfin, voilà, le mythe s'est construit un petit peu indépendamment de la volonté initiale de Giovanni Schiaparelli, qui a toujours marqué, je dirais, un certain doute. Il était, par contre, très affirmatif sur ses observations, sur ce qu'il avait vu. En fait, un autre astronome, un peu plus tard, vers 1910, a fait le même type d'observation, avec des moyens un petit peu plus élaborés, et s'est rendu compte que ce que vraisemblablement Schiaparelli avait vu, c'était des effets d'ombrage. Alors, même si on a commencé un peu à débattre de la véracité, de la réalité de ces constructions martiennes, on avait commencé déjà à instiller un peu un doute, et donc un débat s'est un petit peu formé à ce moment-là. Mais il a fallu attendre des dizaines d'années pour se rendre compte de ce qu'il y avait vraiment sur Mars. Qu'est-ce qui a définitivement presque fortement émoussé, voire enterré l'idée des extraterrestres Le délitement du mythe du martien, il a vraiment eu lieu à partir du moment où on a fait des observations proches de Mars. C'est-à-dire que là, on est 60 ou 70 ans plus tard. C'est les premiers moments de l'exploration spatiale, Sputnik quelques années avant. Et les premières sondes sont envoyées en dehors de l'orbite terrestre. Donc là, on parle d'une sonde qui s'appelle Mariner 4 et qui est la première sonde qui a survolé Mars et qui en a renvoyé des clichés et a aussi fait un certain nombre de mesures. Et en fait, à cette époque, on croyait encore que Mars était quelque chose, un endroit où la vie s'était établie, s'était développée. On avait jusqu'à les années 60, on croyait vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y avait encore une communauté qui était tout à fait, même la communauté scientifique. Oui, c'est 60 ans, mais on n'avait jamais eu, en fait, c'est bien la preuve que le progrès scientifique, ça passe aussi par l'amélioration de la technologie et puis la possibilité d'aller se frotter vraiment aux réalités telles qu'elles se présentent. En l'occurrence, 64, Mariner 4 passe à côté de Mars, renvoie ses clichés,
Et puis, alors là, c'est un peu la déception, c'est un peu la douche froide, parce que qu'est-ce qu'on voit ? Voilà, on voit une surface qui est éminemment cratérisée, qui ressemble vachement à la Lune, qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'atmosphère, qui n'a certainement pas des océans, certainement pas des forêts, qui n'a rien de ce qui pourrait faire penser à la vie. Et donc, en fait, même les scientifiques de l'époque, ceux qui ont dépouillé les premières images, ont annoncé avec une certaine amertume, contrairement à toutes nos prédictions, Mars est un endroit extrêmement peu propice à la vie. Néanmoins, ça n'a pas complètement enterré les espoirs d'y trouver de la vie, puisque tout derrière, on a enchaîné une série de missions qui ont eu pour ambition aussi d'aller chercher de la vie, malgré tout. Qu'est-ce qui a fait qu'on a continué à espérer de trouver du vivant ? Alors, les premiers temps de la découverte ont été effectivement assez décevants. Néanmoins, on s'est quand même aperçu que la surface de Mars, ce n'était pas qu'une surface cratérisée. C'était une surface cratérisée en partie, mais c'était aussi une surface où l'on trouvait des traces d'écoulement d'eau liquide, et donc d'une surface qui probablement avait connu, à un moment donné dans son passé, des étendues d'eau à certains endroits. Donc, ça a, réalimenté l'idée que peut-être Mars avait été habitable un jour, peut-être même habité. Et derrière, la NASA s'est emparée de cette ambition d'aller voir si on pourrait trouver des traces de vie, peut-être même fossiles, en surface. Et ils ont donc envoyé ces missions Viking, qui sont des missions absolument, quand on y pense, extrêmement ambitieuses, même par rapport à nos standards actuels. C'est-à-dire avec tout d'un coup, vous envoyez 2 orbiteurs, 2 atterrisseurs, équipés de moult instruments, et dont plusieurs d'entre eux directement dédiés à la détection de la vie in situ, c'est-à-dire sur place. Et là, malheureusement, là encore, on fait chou blanc, sauf que certains scientifiques de l'époque ont commencé à dire « Oui, mais attention, là, ce qu'on a vu, c'est probablement, ça pourrait être en lien avec la vie, etc. » Bon, ça a vite, quand même, relativement, le consensus est relativement vite établi, et autour de l'idée que non, a priori, dans les échantillons qu'on avait récupérés, qui avaient été analysés par des moyens relativement sophistiqués, aussi sophistiqués qu'on puisse l'envisager quand on est à des millions de kilomètres et que malgré tout, on a quand même des contraintes. Oui, quelques-unes, oui. Bah oui, c'est évident. Mais bon, donc ces échantillons, bon, on fait chou blanc. Mais néanmoins, vous aviez des voix à l'époque de scientifiques avec une grande autorité, très connue du grand public. Je fais référence à Carl Sagan qui avait cette émission qui était suivie par des millions de gens à l'époque, qui avait dit que lui était persuadé qu'on n'avait pas utilisé les bonnes méthodes et que peut-être que si on avait mis des caméras la nuit, etc., et que l'idée du martien pouvait subsister malgré ces résultats décevants. C'est de la foi au bout d'un moment. C'est vrai. Mais avec peut-être en l'appâtant avec un petit sucre. Voilà, exactement. De quoi le faire venir, et il aurait pu laisser par exemple dans la nuit des traces sur la surface qu'on aurait pu distinguer par la suite. Donc vous voyez, c'est vraiment cette idée que Mars a pu abriter la vie, c'est vraiment une idée qui avait la peau très 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 dure, même parmi les gens les plus compétents. Et donc ça a quand même été extrêmement porteur pour l'exploration de Mars, parce que finalement, cette ambition d'aller chercher la vie ailleurs, c'est une ambition qui transcende un peu, je dirais, tous les espoirs, toutes les ambitions de toutes les agences spatiales du monde entier. Dans les recherches actuelles, on n'en a pas trouvé de martiens, contrairement à ce que voulait Carl Sagan. Visiblement, on n'a pas trouvé de martiens, même la nuit, en les attirant avec du sucre. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu de la vie sur Mars, éventuellement, avant, il y a longtemps ? Alors, on ne peut pas le dire aujourd'hui, maintenant. Par contre, on est en train de se donner les moyens de répondre à cette question. Et ça passe justement par l'idée de ramener des échantillons de Mars. Parce qu'aussi belles et aussi ambitieuses qu'ont été les premières tentatives de détection de la vie avec ces missions Viking, elles sont extrêmement limitées dans leur portée. C'est-à-dire que pour établir un consensus et être sûr de dire voilà, ce qu'on a trouvé, c'est effectivement de la vie, il faut des moyens que l'on ne peut pas déployer sur une autre planète que la Terre. Et donc l'idée, c'est de ramener des échantillons de Mars pour lesquels on va tenter d'établir un diagnostic.
Est-ce qu'il y a de la vie? Est-ce qu'il n'y en a pas? Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, Mars, si on regarde bien, il y a beaucoup d'endroits où on peut penser que la vie a pu se développer. Alors, on dit qu'il y a de l'eau. Alors, il y a de l'eau, il en reste, mais c'est surtout sous forme de glace et dans l'atmosphère. Mais il y a eu sans doute beaucoup plus d'eau dans le passé et de l'eau sous forme liquide, qui est quand même, je dirais, l'ingrédient essentiel pour envisager un démarrage de vie. Et ça, on sait que sur Mars, on a eu ces étendues d'eau liquide, pérennes, voilà, pendant au moins plusieurs millions d'années. Elles ont existé, elles ont laissé des traces, elles ont rempli des cratères. D'ailleurs, la dernière mission Mars 2020 avec son rover Perseverance a sillonné le fond d'un cratère qui a été rempli d'eau sur plusieurs centaines de mètres pendant un certain temps et a sans doute connu une histoire évolutive assez intrigante. Et ce qu'on espère, c'est qu'en se rapprochant des zones où l'eau a pu rester, je dirais, d'une manière assez longue, on va pouvoir potentiellement récupérer des échantillons, les stocker, et puis, à un moment donné, pouvoir les ramener sur Terre et les analyser. D'accord, donc en fait, on fait littéralement comme E.T. On va chercher des échantillons. Exactement. Et on voit ce qui se passe. Jusqu'à ce que... on se fasse attaquer par les extraterrestres. Et là, vous ferez moins les malins, parce que visiblement, vous avez dit que c'était pas vrai. E.T., on ne sait pas d'où il vient, mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il vient d'une exoplanète? Parce que ça, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler à l'heure actuelle, ce sont les exoplanètes. Je crois que c'est un concept assez récent, en réalité, les exoplanètes. C'est quelque chose dont on ne parlait pas avant les années 90, si je dis pas de bêtises. Donc, déjà, c'est quoi une exoplanète? Où sont-elles? Et est-ce que ce serait possible qu'il y ait la vie sur ces exoplanètes? Alors, en fait, les exoplanètes, ce sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Alors on sait que le ciel est constellé d'étoiles. Ce qu'on savait moins, c'était que ces étoiles abritaient autour d'elles tout un système de planètes comme on l'a dans le système solaire. Et ça, c'était un changement quasi philosophique majeur pour on va dire le grand public, mais surtout pour la communauté scientifique. Parce que la communauté scientifique pouvait éventuellement le suspecter, mais n'avait jamais réussi à le démontrer. Et effectivement, on pourrait envisager que E.T., tout est possible, puisse venir d'une exoplanète. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde le nombre d'étoiles, le nombre de galaxies, on se retrouve avec un champ des possibles qui est vertigineux. Et là, on parle on va dire d'exotères, c'est-à-dire des planètes qui sont situées à la bonne distance par rapport à leur étoile, pas trop chaud, pas trop froid, où l'eau pourrait être liquide, etc. Avec des processus de formation très similaires à notre planète. Donc on peut redérouler un scénario de formation d'une exotère, d'une planète où la vie aurait pu émerger avec ses propres caractéristiques et éventuellement y trouver de la vie. Donc ça, c'est devenu un champ d'exploration extrêmement important qui a engendré maintenant des missions qui leur sont complètement dédiées. Donc on a plusieurs satellites, des observatoires spatiaux pour tenter de caractériser ces exoplanètes, les dénombrer, parce que c'était déjà un premier travail extrêmement important, les caractériser dans leur taille, dans leur distance par rapport à leur astre. Et puis maintenant, on a passé à l'étape supérieure, on va caractériser leur atmosphère, parce qu'on pense qu'on peut trouver, sans doute pas des preuves de vie, mais des conditions de déséquilibre qui pourraient cheminer vers l'idée que la vie, potentiellement, a pu se développer dans ces endroits. Comme l'a fait la vie sur Terre, parce que la vie a profondément déséquilibré la composition atmosphérique, on le sait. Et c'est ce qu'on espère retrouver dans cette nouvelle discipline très récente, mais qui a aussi eu un impact très fort pour notre propre compréhension du système solaire. Mais comment on fait? Parce qu'elles sont très loin, ces exoplanètes. C'est pas à la porte d'à côté comme Mars, si tant est qu'on considère que Mars est la porte d'à côté. Donc, comment on fait pour aller... vous parlez d'observatoires spatiaux, mais concrètement, par exemple, je ne sais pas si vous avez une idée d'où est la plus proche, mais ça paraît très 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 loin, les exoplanètes. Comment on peut enquêter là-dessus? C'est quelques années-lumière. Quelques années-lumière, oui, mais en même temps, je dirais, avec les moyens dont on dispose actuellement. Alors, d'une part, il y a plusieurs techniques pour les détecter. C'est-à-dire qu'on peut regarder un point, et puis on peut regarder comment ce point, la brillance de ce point bouge, varie dans le temps. Et ça, c'est une indication que quelque chose tourne autour de ce point. Donc, si on parle du point comme étant une étoile, ça veut dire un soleil, on peut déterminer. Mais maintenant, on a des moyens de détection tellement performants qu'on est capable de voir quelle est la composition. Alors, je vais utiliser un gros mot, là, spectrale. Ah oui, donc, tant que vous expliquez vos gros mots, moi, ça me va. Voilà. Donc, spectrale voulant dire le spectre de lumière qui est renvoyé.
portent des signatures, comme des empreintes digitales. Ces empreintes digitales, elles sont caractéristiques de certains gaz. Et on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire qu'un gaz, le dioxyde de carbone, le méthane, la vapeur d'eau, produisent des signatures qui leur sont propres. Et c'est grâce à ce type de signature qu'on est capable de remonter à la composition. Parce qu'effectivement, la lumière qui nous parvient passe à travers ces atmosphères et ces atmosphères impriment leur présence de cette manière. Donc c'est comme ça qu'on est en train de remonter un petit peu le fil de ces exoplanètes en ajoutant à chaque fois des moyens de mesure de plus en plus performants. Et peut-être, alors je ne vais pas vous dire exactement quand, mais avant la fin du siècle, peut-être qu'on enverra des sondes, alors qui mettront beaucoup de temps pour aller là-bas, mais des sondes sur place pour aller étudier ces exoplanètes. Donc en fait, c'est pas impossible qu'il y ait E.T., mais c'est pas tout de suite demain qu'il viendra nous rendre visite ou qu'on pourra aller lui rendre visite. Ah bah ça, on peut pas préjuger de sa capacité à le faire. C'est vrai, peut-être qu'ils sont encore une fois meilleurs que nous technologiquement. J'ai bien compris qu'on attendait qu'ils soient meilleurs que nous. Mais d'ailleurs, vous, en tant que scientifique et même en tant qu'être humain aussi, si jamais vous croisiez un martien, ou un extraterrestre, on est amené. Il y en a un là, voilà, on en croise un. Est-ce que vous seriez plutôt comme Elliot, c'est-à-dire le petit garçon fasciné, émerveillé, attiré, ou plutôt comme le gouvernement et les scientifiques du film qui sont très très précautionneux, voire un tantinet hostile envers cette vie, cette forme de nouvelle vie, et qui vont plutôt essayer de la mettre sous cloche. Comment vous comporteriez ? Alors c'est marrant parce qu'en fait ça fait écho à deux parties de moi qui sont un peu en opposition. J'ai été dans ma tête un petit Elliot aussi dans le passé qui existe toujours quelque part en moi, et effectivement j'aurais tendance à vouloir en apprendre plus, mais de manière bienveillante, d'avoir un échange éventuellement. Mais la manière dont en tant que scientifique je me devrais de réagir, ça serait d'isoler l'extraterrestre pour pouvoir l'étudier. L'isoler parce que potentiellement il porte avec lui des microbes, des virus qui peuvent être absolument mortels. Voilà. Et où on pourrait le contaminer aussi. Exactement. Ou à l'inverse, on peut le contaminer. Et donc c'est pour ça que quand on ramènera un échantillon de Mars, on va déployer des moyens, des infrastructures incroyables pour justement préserver l'intégrité de l'échantillon et aussi l'intégrité de la race humaine derrière. Ils sont censés revenir quand, ces échantillons de Mars ? Alors, les missions prévues pour les ramener sont au début des années 2030. Mais là, on a déjà entamé le processus, si vous voulez. On a envoyé le rover. Oui, ça c'était en 2020. En 2020, voilà, qui est parti, qui est arrivé le 18 février 2021, et qui est en train de collecter ces échantillons, de les rassembler, de les mettre sous scellé, évidemment, avant qu'une autre mission, envoyer un autre rover, très agile, qui va les récupérer, les prendre, et puis les placer sur une petite fusée qui va être placée de Mars, qui va se placer en orbite. C'est la première fois qu'on fait redécoller quelque chose de Mars. Bien sûr, bien sûr. Et même de tout corps, à part la Lune. Et donc, cette petite fusée va se placer en orbite, va larguer cette petite boule de pétanque, là, qui va contenir, un peu plus gros qu'une boule de pétanque, j'exagère, là. Alors, une boule de bowling. Voilà, un peu plus, peut-être encore un peu plus gros, et qui sera récupéré par un satellite qui aura été placé en orbite, et qui va s'arranger pour trouver cette boule au milieu des confins spatiaux. Pardon, je rigole parce que ça a l'air tellement aléatoire. Mais en fait, si vous voulez, c'est là qu'on peut encore faire rêver avec de la science. C'est-à-dire que c'est de la technologie qui est tout à fait crédible et qui devrait nous permettre normalement de ramener après, avec le satellite, jusqu'à la Terre, cette boule contenant tous les échantillons qu'on va tenter d'analyser. Ça paraît complètement fou, et en effet ça fait rêver. Et là je vous encourage à écouter un autre 7e Science que nous avions fait sur Seul sur Mars avec Olivier Bessac, qui peut nous parler évidemment de cette même mission. Les deux sont très complémentaires, vous allez voir, c'est super. Franck, avant de vous laisser, moi je vous ai imposé évidemment E.T. Je crois que vous l'aimiez bien. D'ailleurs, juste une petite question par rapport à E.T. Est-ce que vous pensez que ça a joué un tout petit peu sur votre choix de carrière quand vous l'avez vu petit, d'une manière même inconsciente? Oui, forcément un petit peu. C'était une des briques qui a façonné ma personne et une sorte de désir inconscient d'explorer l'inconnu, ouais.
J'aime bien l'idée que la fiction ait un impact sur le réel. Mais donc, vous, est-ce que vous pouvez me recommander un film de votre choix ? Peu importe, on n'est pas obligé d'avoir des extraterrestres dedans, ni des martiens, ce que vous voulez. Juste un film que vous aimez bien, que vous avez envie de partager. Alors, j'en ai deux que j'aime beaucoup et qui sont vraiment aux deux extrêmes du spectre. Alors, le premier, c'est Retour vers le futur. Jamais entendu parler. J'imagine. Qui a été, pour moi, peut-être l'expérience cinématographique la plus jouissive de mon existence. Il y avait tout dans ce film. Il y a toujours tout. Hein. Ouais, voilà. Je ne sais pas lui trouver un seul défaut. Tellement tout est devenu iconique après ce film pour moi et pour le coup il y a des extraterrestres aussi, du moins il se fait passer pour un extraterrestre c'est ça pour réveiller son père et lui faire passer un message de la planète Vulcain. Voilà. Bah oui, évidemment, qui écoute du Van Halen. Exactement. et voilà et George McFly, Biff Tannen, enfin voilà, tous ces personnages faux en couleur, on s'en rappelle, voilà, c'est une empreinte très très forte en moi. Et l'autre film que je mets un peu au-dessus des autres, c'est Un prophète de Jacques Audiard. Oui, pas du tout la même. Je te dis, c'est à deux extrêmes. Plus réaliste, plus naturaliste. Ah ouais, mais c'est aussi un film pour moi qui a été... Il y a comme ça des films qui vous laissent des empreintes très fortes, qui restent longtemps en vous, que vous maturez, que vous revoyez avec un plaisir égal à quasiment à la première vision. Et ce film-là en fait partie. J'adore cette exploration de l'abîme au sein d'un univers carcéral où... En fait, c'est l'innocence qu'on voit se remodeler pour devenir quelque chose d'un peu surnaturel. C'est un film aussi que je trouve assez génial. Grand film et grand acteur, Tahar Rahim, qui a été complètement révélé pour ce film-là. Mais en tout cas, merci beaucoup Franck Messin d'être venu nous donner des nouvelles de Mars et des extraterrestres. 7e Science, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve dans un mois avec un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.